Bonjour, je remercie les organisateurs, Xavier, également frère Elfi Malek, qui, je crois que mon sujet, c'est évidemment la coopération. Nous avons parlé beaucoup de conflictualité. C'est un grand honneur de passer après Corinne Lepage. Elle a parlé d'aspects juridiques. Pendant cette première partie, vous avez couvert beaucoup d'aspects. Je voudrais dire un mot sur Bruno Latour. Je ne savais pas que vous alliez l'évoquer. Je vous en remercie, parce qu'en fait, c'est mon sujet. Comment mettre en commun par les politiques publiques? Alors, justement, les politiques publiques, c'est mettre en commun la science, l'inclusion, le social, l'équité, l'effectivité, aussi l'efficacité. Il faut des moyens financiers. Et la politique publique, c'est un peu technique. Et c'est ce dont je vais parler. Ce n'est pas uniquement le côté juridique, c'est le côté politique publique. Et Bruno Latour a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, je suis traduit par des traducteurs. Bruno Latour, avec Michel Callon, se sont occupés des coquilles Saint-Jacques. Et ils ont inventé quelque chose, c'est la sociologie de la traduction. Parce qu'il s'agit de traduire de langage scientifique à langage moraux, à langage politique, de mettre en rapport ce qu'ils appellent la théorie de l'acteur réseau. Ils parlent d'actants, ce n'est pas uniquement des acteurs. On a trouvé des solutions aux coquilles Saint-Jacques en interrogeant ces coquilles-là, en s'intéressant à elles. Eh bien, il y a une révolution actuellement dans les politiques publiques qui consiste justement à faire ce que vous essayez de faire, et je vous lève mon chapeau, parce que d'avoir tant de personnes qui s'intéressent à la question, ce n'est pas un hasard. C'est de mettre en commun, d'assurer la traduction de ce qui est scientifique, de ce qui est politique, de ce qui est politique publique. C'est mon sujet. En plus, en 20 minutes, sur celui de la coopération. Parce qu'il ne suffit pas, je ne suis pas là pour parler des politiques publiques en France. C'est lourd, vous allez voir. Ou des politiques publiques en Égypte. Vous savez, un projet comme Toshka, c'est 70 milliards de dollars. Eh bien, l'aide internationale de l'Europe au monde, c'est 70 milliards. Donc vous voyez un peu, par des ordres de grandeur, quels sont les enjeux. Nous devons donc nous intéresser à leur coopération, c'est-à-dire en différents acteurs. Et pour cela, je dirais, ça c'est le petit côté Sciences Po, en première partie, il y a des questions de gestion des eaux souterraines au sud et au nord de la Méditerranée. Au nord, on élabore très bien, mais il y a des problèmes de concrétisation. C'est ce que je vais évoquer avec la Grèce, parce que c'est un pays très retardataire. Et pourtant, il y a tous les outils qui sont là, très, très poussés. Au sud, en revanche, l'élaboration est très faible, parce qu'il n'y a pas toujours de la démocratie et qu'il n'y a pas des États forts. Et donc l'élaboration, le dirigeant décide quelque chose, et puis le paysan, il sait beaucoup. Mais mettre en rapport les savoirs, comme ici le tribunal de Valencia, avec des politiques publiques, ça, c'est un problème au sud. Donc dans le sud, le problème est inverse, c'est-à-dire que l'élaboration est faible, et pourtant il y a des réalisations énormes, il y a énormément d'investissements d'ailleurs, mais avec une faible élaboration. Ce décalage-là, c'est celui qui nous permet, à nous, Européens, de coopérer avec le Sud. C'est en apportant de l'innovation, c'est en apportant un autre point de vue. Et de manière, évidemment pas, je vous rassure, mais je suis né en Égypte, non pas de manière arrogante, mais c'est une demande de savoir comment, et c'est ça le sujet, exploiter les eaux souterraines. Parce que nous avons parlé de la mer, et on a bien fait de le faire, parce que c'est 98% de la masse d'eau dans le monde. Il reste 1, et quelques d'eau douce. C'est vraiment très faible. Eh bien, dans ce 1, et très peu, il y a très peu d'eau de surface. L'essentiel, c'est ce que Madame du Chili évoquait, c'est-à-dire les pôles, les glaciers, etc. Et puis, il y a 30% de ces eaux douces, c'est les eaux souterraines. Et là, il y a un dilemme. C'est que, on pourrait finalement, des déserts, Madame Lepage a évoqué, Maître, ma consoeur, le Darfour, eh bien, sous les pieds du Darfour, il y a des mers d'eau douce. J'exagère un peu, il suffit de creuser, mais c'est profond. Et c'est dans le désert. Et quelquefois, cette eau, il y a des eaux captives, enfin,
nous allons voir le sujet. Il n'est pas simple. Simplement, les eaux souterraines sont, avec le retraitement des eaux usées, une source, et puis bon, le dessalement, mais qui pose des problèmes, l'avenir. Donc, je passe à la suivante, et je vais aller vite, parce que, bon, ça c'est mon plan, et puis je vais m'intéresser évidemment au financement. La coopération, c'est deux choses. C'est de la matière grise, mais c'est aussi, donc, formation, assistance technique et tout cela, soft, comme disent à la délégation de l'Union européenne, et puis il y a du dur, c'est-à-dire il y a des financements. Le privé. Alors, j'ai entendu la première partie, on était très remonté contre l'économie de marché et les financements, etc. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements, il y a des concentrations, mais enfin, on a besoin de financement aussi. Il est vrai, et là je le dis tout de suite, que les intérêts sont plus grands pour aller chercher du pétrole, parce que ce qu'on sort a une valeur, tandis qu'aller chercher de l'eau, la valeur commerciale de l'eau, et ça coûte cher de descendre à 600, 700, 1000 mètres. Pour le pétrole, ça vaut la peine, parce que quand on le sort, on le vend cher, tandis que l'eau, bien commun, avec la culture du Sud et même du Nord, on n'est pas prêt à payer 2 euros le litre d'eau. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu cher quelquefois. En Grèce, ils ont beaucoup de tort, je suis à moitié grec, mais au moins la petite bouteille d'eau, elle est, pas subventionnée, elle est subventionnée, mais elle est à 0,50 centimes. Bien. J'irai rapidement sur les infos générales, je vais vite parce que vous les avez entendues. Corinne Lepage l'a dit très bien. L'agenda, elle a dit également, est tout à fait d'actualité. Journée mondiale de l'eau à Dakar en mars, c'était cette année, il y a quelques mois. L'UNESCO, et je regrette évidemment Eric Servat, un expert directeur, évidemment, il y a eu un rapport très beau qui est sur Rendre visible l'invisible, que je vous recommande. Il y a également eh bien, la COP27 en novembre, dans quelques semaines, et puis l'ODD numéro 6 fait partie de la conférence des Nations Unies en mars 2023. En fait, la conférence des Nations Unies l'année prochaine, c'est exactement cela, c'est l'eau. Donc, bon, c'est d'actualité sur l'agenda, comme on dit en politique publique. Il faut qu'un sujet rentre dans l'agenda. Cet agenda, alors, pour l'approche est d'abord comparative. Il ne faut pas avoir de complexe. C'est-à-dire, eux c'est eux, nous c'est nous, on ne va pas être arrogant, on va apprendre. Et non, l'approche comparative est essentielle. C'est qu'on consiste à voir que fait Valencia, que fait la France, que fait la Grèce, non pas pour imposer, pour influencer, mais pour apprendre, pour comprendre. Et on est bien obligé de comparer entre, par exemple, le rythme de surexploitation des eaux souterraines dans tel ou tel pays, les coûts, c'est un moyen de connaissance. Et ma spécialité, c'est le droit comparé, d'ailleurs. Donc, l'approche comparative est essentielle à notre sujet, également parce qu'on compare le rôle de l'État, le rôle du marché, le rôle de la société civile. Et puis, il faut que ce soit tout de même une approche comparative contextualisée. Les eaux souterraines en Tunisie, ce n'est pas celle de l'Égypte, ce n'est pas celle de l'île de Naxos dont je vais vous parler. Et donc, même si on compare, il faut contextualiser et regarder de manière spécifique les approches ici et là et les problèmes. Et puis, intégrative, parce que toutes les compétences sont requises. Ce n'est pas uniquement le domaine ni des technocrates experts de politique publique, ni de scientifiques, ni de la morale, c'est la mise en commun, l'inclusion, et c'est ça où Bruno Latour a apporté quelque chose, c'est-à-dire que vous allez le voir techniquement, je vais vous montrer techniquement comment l'inclusion est possible. Et ce n'est pas une question uniquement de formation, c'est une question de politique publique. Alors les enjeux. Le problème, c'est que les eaux profondes, on ne sait pas. On ne sait pas, il y en a combien. La mer, on sait. Les calottes polaires, etc. J'ai compris que Posidonia, on a une idée. Les eaux profondes, on ne sait pas trop. Alors, je ne suis pas technicien, hydrogéologue, mais en plus, ce n'est pas que vous arrivez et il y a de l'eau. C'est des roches plus ou moins poreuses, plus ou moins des éponges, plus ou moins du grès, comme le grès libyen, mais c'est très différent.
Et donc, il y a, et ça c'est d'ailleurs, ça doit se payer par satellite. C'est un financement qui coûte cher. D'aller explorer le pétrole, bon, il y a un intérêt Schlumberger. D'ailleurs, très souvent, ce sont les mêmes qui sont capables de simplement, ils ne vont pas passer leur temps. Pourquoi aller chercher de l'eau? Et ça rejoint ce que vous disiez. Il y a des intérêts financiers qui fait qu'on a plus intérêt à aller chercher du pétrole qu'à aller chercher de l'eau. À aller chercher forêt pour du pétrole que de l'eau, alors même que c'est essentiel. Et donc, l'approche intégrative des différentes expertises, y compris d'ailleurs la santé, Miguel, l'eau, les sols, comme le disait Laurent, la sécurité, comme le disait Corinne Lepage, tout cela c'est lié parce que c'est la vie. Alors, le problème concrétisation au nord, alors je vais aller rapidement, sans être trop technique. Écoutez, c'est génial. On a fait une directive cadre de l'eau. Il y avait plein de petites directives. Mon boulot dans les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne, c'était d'harmoniser leurs droits avec un autre droit. Il y avait plein de directives. Maintenant, il y a une directive. C'est génial. Tous les pays de l'Union européenne ont une directive eau claire, une boussole, qui suit d'ailleurs les ODD et qui va même plus loin, évidemment. Je vous rassure, plusieurs pays de l'Union européenne ont atteint ou sont en voie d'atteindre certains des ODD. Parce que les ODD, il y a des indicateurs. Certains indicateurs, c'est par exemple, je ne sais pas moi, d'ailleurs c'était dans les objectifs du millénaire, toutes les filles vont aller au primaire. Et bon, c'est bon, c'est un critère très clair, ça y est. Là, on va même... la Tanzanie a fait un effort pour que tout le monde aille, et pas le bac, mais en tout cas fasse l'école primaire et secondaire, sauf que le niveau est faible, parce que tout d'un coup, il a fallu respecter l'ODD, oui, mais il n'y avait pas assez de profs, oui, il n'était pas très bon. Donc, il y a un problème démographique tout de même, et qui permet de remplir des indicateurs sans que ce soit vraiment la qualité. Donc, il y a une question de qualité. Également pour l'eau. Donc le problème est celui de l'application. Et plutôt que de parler de manière générale, je vais parler d'une île grecque. Mais je voudrais revenir sur Bruno Latour. Jusqu'à maintenant, dans le domaine de la coopération, on avait quelque chose, vous savez, il y a des modalités de l'aide. Il y a depuis les ingénieurs, et puis les ingénieurs, c'est le cadre logique, ça s'appelle le cadre logique, ou bien l'appui sectoriel. Alors le cadre logique, c'était un arbre à problème. Il faut évaluer les moyens, le coût des moyens pour remplir tel objectif. Mais ce cadre logique que l'on utilise toujours dans la coopération est très linéaire et il met en rapport des activités avec des financements. Avec un nouveau modèle, nous prenons plus en compte, un peu de manière non peut-être pas écosystémique, mais nous prenons davantage en compte la dimension environnementale. Et je vais vous l'illustrer avec le cas grec. Alors, c'est donc le cas grec, je ne vais pas faire une introduction sur la Grèce, vous le savez, il y a eu une crise financière en 2006, donc c'est un pays très retardataire par rapport à l'eau, et comme le Portugal d'ailleurs, donc deux pays méditerranéens. Ça permet de réfléchir aussi sur la coopération, non pas seulement nord-sud, mais aussi nord-nord et sud-sud, comme vous le verrez. Donc, alors que dans l'histoire de la Grèce, il y avait peut-être pas des tribunaux, mais il y avait les communes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, c'est passionnant, mais l'Empire ottoman, si vous voyez par exemple l'île de Santorin, il y avait des capacités d'utilisation de l'eau exceptionnelles. Et il y avait des innovations traditionnelles. Et il faut faire attention, parce que quelquefois dans le sud, il y a excusez-moi si je parle vite pour les traducteurs, il y a des innovations par la tradition. C'est, par exemple, des villages du Mzab, ou bien, même plus bas, en Afrique subsaharienne, ou bien encore les populations agro-pastorales, ont des moyens d'utiliser les eaux souterraines qu'il est important de préserver, mais encore faut-il préserver ces populations. Vous voyez donc que les innovations ne sont pas uniquement avec l'intelligence artificielle, elles sont bien sûr avec cette intelligence, mais aussi avec certains aspects
qui venait de la tradition et du rapport à l'eau qui existait en Grèce. Alors, pourquoi ce fameux modèle? Bon, alors là, je prends un peu de temps. Jusqu'à maintenant, on ne tenait pas compte des aspects, on ne mettait pas en rapport des indicateurs à la fois sociétaux, environnementaux et financiers. Maintenant, il y a des modélisations qui permettent de mettre en rapport, donc ce n'est pas une question uniquement morale, ce n'est pas une question uniquement de formation, c'est une dimension cognitive qui consiste à essayer, l'homo sapiens qu'on est, non seulement de penser la prospective des différentes options en cas où on suit telle ou telle politique, mais également de mettre en rapport, et ça c'était Bruno Latour, des éléments qui ne sont pas uniquement financiers, sociétaux, de marché et étatiques, mais également environnementaux. Or, il y a des modèles aujourd'hui qui le font. Alors vous allez voir que c'est très concret, parce que je sais qu'en France, on aime beaucoup critiquer les indicateurs, parce que ça réduit, c'est la nouvelle gestion publique, etc. Oui, mais enfin, des indicateurs, c'est un peu utile aussi. Il ne faut pas exagérer, parce que la police, c'est vrai, si on lui dit maintenant il faut que tu aies tel résultat, bon, ben, elle va arrêter davantage de monde. C'est pour ça que nous, en justice, on est nuls, parce que les policiers, ils sont capables d'arrêter et de respecter les indicateurs. Nous, les indicateurs de la justice, c'est un peu plus compliqué, parce que ça prend du temps. Il y a une autre temporalité, également pour la nature. Voyez le rapport qui est fait. Et je vais vous parler de Naxos, comme ça va vous illustrer. Puis j'ai appliqué ce modèle qui existe. C'est pour moi qui l'ai inventé, les Canadiens, et puis s'inspirant aussi des idées de Bruno Latour. Alors, d'abord, il y a des... Par exemple, si je prends l'île de... j'aime pas dire les noms, parce que d'abord, elle est très belle, et vous risquez d'y aller, c'est pas bien. Ou alors, certains de mes amis vont dire que tu dis du mal de cette île-là. Mais enfin, pour des raisons techniques, je suis obligé de vous dire quelle est cette île. Mais je vous prie de ne pas le diffuser. Donc, cette île, c'est Naxos. Naxos, c'est la plus grande île des Cyclades. Il y a une petite montagne qui fait 1000 mètres. Il y a 20 000 personnes qui habitent là-bas. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ils sont enregistrés pour voter. Et sachez que tous les mois d'été, il y a 100 000 touristes qui arrivent, 150 000. Donc 5 fois plus de personnes, alors qu'il n'y a pas assez d'eau pour les 20 000. En plus des 20 000 habitants, vous avez des caprins et des ovins, à peu près 120 000. Or, il faut de l'eau. En Grèce, c'est 85% de l'eau qui va pour l'agriculture, et Naxos fait beaucoup de pommes de terre. Voyez donc le problème que l'on appelle des facteurs déterminants, c'est quoi? C'est la démographie, c'est la production agricole, c'est le PIB. Quand le PIB augmente, les gens ont des revenus et veulent acheter davantage, se faire des maisons, parfois même avec des piscines, ou jouer au golf en Crète. Donc, il y a des facteurs déterminants qui sont des facteurs principalement humains auxquels on peut ajouter le changement climatique. Eh bien, ça augmente la demande en eau, qui sont les pressions. La demande en eau signifie qu'il y a des rivalités pour le prélèvement, pour les forages, de plus en plus profonds, de plus en plus nombreux et de moins en moins déclarés. Et du coup, savoir d'abord ce qu'il y a comme eau souterraine à Naxos, ce n'est pas évident, mais en plus savoir le nombre de prélèvements qu'il y a est aussi également difficile, puisqu'il n'y a pas d'indicateurs et qu'il y a beaucoup d'informels et d'illicites. Ensuite, nous pouvons, à partir de ces facteurs déterminants, de ces pressions, étudier le statut de l'eau. C'est là où les scientifiques arrivent, parce que des indicateurs du degré de pesticides, de salinisation, de polluants, mais de manière très précise. En France, il est vrai, on ouvre son robinet, on peut boire, en gros. Je ne sais pas pour la Bretagne. J'ai demandé hier à l'hôtel, est-ce que je peux boire? D'accord. Est-ce que je peux boire de l'eau? Il m'a dit non, surtout pas. Et puis du robinet. Alors que la directive européenne, normalement, s'applique, et avec des indicateurs très précis. Donc, je vais faire court pour dire que les indicateurs, voyez qu'on met en rapport des indicateurs qui sont des indicateurs socio-économiques avec des indicateurs de demande, avec des indicateurs scientifiques très précis,
Et puis, on élargit à nouveau pour l'impact environnemental, et c'est là que viennent les politiques publiques. C'est quelle réponse apporter. Et ce que Bruno Latour et ce modèle permet de savoir, c'est qu'on n'agit pas uniquement sur un élément, mais on agit sur tous les éléments. Et c'est là où il y a une approche systémique et concrète. Alors, je vous passe sur la France parce que je n'ai que 5 minutes, très lourde, très efficace, notamment la région Garonne-Adour. Vraiment, on est très critique avec les... Mais en fait, assez démocratique, avec participation, collectivité locale, concertation, dialogue, commande publique. Enfin, chapeau. Je ne vais pas rentrer avec les documents, les étapes, le cadre général, ensuite le cadre territorial, etc. C'est très lourd, mais il faut un État extraordinaire. Et puis, quelquefois, le millefeuille est grand, parce qu'entre l'agence de l'eau et puis la territorialité, il y a un moment où on se perd. Mais c'est là, avec beaucoup de fonctionnaires et de participants, d'ailleurs, avec des étapes Adour-Garonne extraordinaires. Alors, bon, mon boulot, c'était le tableau de correspondance, mais je ne vais pas vous casser les pieds là-dessus. C'est qu'en réalité, c'est la directive européenne qu'on l'applique. Et donc, il y a un tableau de correspondance et les lois sont transposées, qui transposent la directive. Mais ça, c'est technique et juridique. Ce que je vais faire, par contre, c'est passer au sud. Alors, le sud, ce qu'il faudrait, c'est d'abord tenir compte des différences, parce que les eaux souterraines, je ne suis pas aussi bon dans les illustrations, parce que je suis juriste, donc c'est moins bon que mes prédécesseurs. Mais enfin, il ne suffit pas qu'il y ait des eaux souterraines, il faut encore qu'elles se renouvellent. Or, il y a des pays qui ont beaucoup d'eau souterraines, mais qui ne se renouvellent pas. Et donc, si on les épuise, bon, il n'y aura rien d'autre, des eaux fossiles ou autres. Et puis, il y a des eaux, au contraire, des pays qui ont à la fois un stock d'eau souterraine élevé et qui se renouvellent, parce qu'il y a des montagnes au-dessus, parce que ça ruisselle, voilà. Vous avez également des régions, j'avais évoqué le Mzab, il ne suffit pas de parler des eaux souterraines. Une chose est d'aller avec son puits qui fait 8 mètres, une autre chose est de descendre à 30 à 60 mètres et ça coûte moins cher, 10 000 $, on peut faire ça, mais descendre à 300 mètres, 600 mètres, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc il y a une question financière. Et pour conclure, je ne vais pas vous embêter avec les problèmes juridiques, mais je vous dirais qu'il y a une révolution dans le droit international, l'investissement, parce que désormais, dans les conventions bilatérales et également dans la vie des entreprises, parmi vous, il y a des entreprises, ce n'est pas uniquement du droit mou, la responsabilité économique et sociale et environnementale, la responsabilité environnementale et sociale, parce qu'il y va de la réputation de l'entreprise. Et donc, quelquefois, ça peut jouer un rôle important. Mais alors, du point de vue des financements, vous l'aurez compris, ça coûte plus cher. Ça coûte cher d'aller chercher de l'eau. Ça coûte cher aussi d'aller chercher du pétrole ou du gaz. Mais dans l'un des cas, il y a une valeur économique. Dans l'autre, il y a un problème de distribution, d'égalité, d'accès à l'eau. Alors, comment valoriser cette eau quand on pense qu'il faut d'abord qu'elle soit potable? Parce que avoir des stocks d'eau souterraine, d'accord, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas trop saline. On peut dessaler l'eau de mer, mais ça a des conséquences. Mais je comprends qu'avec l'osmose, maintenant, peut-être qu'on diminue les conséquences. Donc, bon, je ne suis pas expert, mais le retraitement des eaux usées, un pays comme l'Égypte, que vous avez évoqué, a des quotas du Nil de 55 milliards de mètres cubes. Le problème avec l'Éthiopie et le Soudan, c'est que ces deux pays veulent renégocier, et en particulier l'Éthiopie, la quote-part de l'Égypte. Seulement, l'Égypte a besoin de davantage que de ces 55 milliards de part d'eau du Nil. Et je termine avec cet exemple pour vous dire que l'utilisation des eaux souterraines peut permettre 8 milliards ou plus, Inch'Allah. Vous avez aussi le retraitement des eaux usées qui peut apporter encore quelque chose.
Pour les ordres de grandeur, ça c'est énorme, l'Égypte, il y a des projets comme celui de Toshka, mais ça demande des financements énormes. Les financements vont venir des pays arabes, du Golfe, ils peuvent venir de l'Union européenne, mais à ce moment, il faut se savoir que, voyez-vous, un monsieur a dit, nous qui sommes un peu plus âgés, finalement, nous sommes conscients. Écoutez, je vais vous choquer, mais je suis né en Égypte, et je suis en partie du Sud, eh bien, peut-être quelquefois, certains au Nord sont plus conscients que certains au Sud, pour deux raisons. Et je ne parle pas de certaines populations du Sud, agropastorales ou autres, parce qu'il y a eu urbanisation majeure. Un pays, pardon, une ville comme le Caire, c'est 15 millions. Ils arrivent dans la ville et ils ont la mentalité du fallah, qui était en rapport avec le Nil. Le Nil, c'est le peuple, c'est la richesse. L'Égypte, c'est la fille du Nil, a dit Hérodote. Eh bien, on pense qu'on peut accéder et utiliser l'eau à gogo. Non, on ne peut pas utiliser l'eau à gogo. Il faut lui donner une certaine valeur. Alors, cette valeur, je suis d'accord avec une autre intervention, c'est ma conclusion, elle est à la fois, excusez-moi, mais elle est financière, parce qu'il faut aller la chercher, il faut la distribuer, et que ça a un coût, et donc il faudra savoir qui va payer ça. Le résultat, c'est que tous doivent s'y mettre, parce que si c'est de l'argent public, ça ne suffit pas. Si c'est de l'argent privé seul, ça ne suffit pas. Et si c'est la bonne volonté des individus, ça ne suffit pas. Il faut que les trois se mettent ensemble, et ensemble parviennent à exploiter, sans la surexploiter, ces eaux souterraines. Sans oublier ce qu'a dit un monsieur, la part spirituelle et la part d'invisible qu'il faut respecter. Merci.